Alors, pendant que les gens s'installent, je me permets ici de dire Indio, Aweti, Ashkenonia, Yes, Wendat, Indi, Yanyonia, Hiwahit, Yokutin, Charles Bender, Yatsi, Tiojahi, Indare. Alors, voilà, Charles Bender, je suis de la Nation Huron-Wendat, je suis content d'être ici à Montréal. Et puis, je suis très content d'accueillir les gens qui sont ici sur scène, qui vont nous permettre au moins de déposer quelques pistes de réflexion pour les ateliers qui vont venir un petit peu plus tard cet après-midi. La question, elle est très, très claire. Comment est-ce qu'on peut améliorer de façon significative les conditions de travail dans le milieu culturel au Québec? Et je sais que nos invités en ont long à dire sur le sujet. Dans ce cas-ci, je vais sortir mon téléphone sur lequel, bien sûr, on ne trouvera pas mes textos, mais un chronomètre. On aura environ 1 minute à chaque fois pour répondre aux questions, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Environ 3 minutes, pardon, pour répondre à la première question et quelques minutes de plus pour répondre à la deuxième question. Ça va aller vite. Prenez des notes, soyez attentifs. Cet après-midi, vous aurez à débattre et à ouvrir ces questions-là, à développer ces questions-là plus avant. Et la première question, bien, très évidemment, au-delà du financement périn des postes dans le milieu culturel, du travail dans le milieu culturel, c'est quoi le premier enjeu auquel on doit s'attaquer afin d'améliorer les conditions de travail dans notre milieu? Et je passerai la parole, évidemment, à Guy Bellavance. Est-ce que vous m'entendez? Bien. D'accord. Alors, écoutez, moi, je vais passer peut-être à côté de la question, mais je pense que c'est important d'abord de distinguer toute une série d'enjeux conjoncturels, d'enjeux structurels. Des enjeux conjoncturels comme, par exemple, la pandémie, la relance du marché, la transition numérique des organisations, tout ça, ça l'affecte un peu tout le monde, mais de façon un peu différente. Mais il y a des enjeux structurels qui sont là dans la longue durée, puis qui sont transversaux aux différents secteurs. Alors, moi, j'en vois un en particulier, c'est la question du travail atypique et tout ce que ça implique comme caractéristiques professionnelles ou contre-professionnelles, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un contre-modèle d'une certaine manière au travail standard, fordiste, la job à temps plein à vie avec un fonds de retraite garanti, bon, etc. C'est-à-dire qui est un modèle qui n'existe plus tellement non plus, qui n'existe pas tant que ça non plus, qui n'a jamais peut-être aussi prévalu autant qu'on le disait, mais bon. Mais disons que les artistes et le milieu culturel, les travailleurs culturels sont particulièrement... on peut le voir comme un laboratoire aussi. C'est pas juste un contre-modèle, mais comme un laboratoire de nouvelles formes d'organisation du travail. Comme ça, je pense qu'on peut le dire. Et il y a toute une série de caractéristiques dans le travail artistique et culturel qui sont à prendre en considération, je pense, qui sont importantes et qu'on peut voir à la fois comme des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas de barrière à l'entrée visible. Il y a des barrières qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière, mais il n'y en a pas à l'entrée. Ensuite, il y a la pluriactivité, le fait de porter plusieurs chapeaux en même temps. On a vu hier le gestionnaire, artiste, formateur. On additionne beaucoup de choses. Donc, séparer clairement gestionnaire et artiste, et différentes catégories de travailleurs dans le système, c'est pas si évident. Les employeurs et les employés non plus, d'ailleurs. Donc, il y a toute une ambiguïté ou un chaos, je ne sais pas comment dire, dans cet univers. Donc, la pure activité, c'est un élément important. Bon, il y en a d'autres. Il y a le fait, par exemple, l'organisation par projet. Bon, ça, c'est un facteur extrêmement structurant, mais déstructurant peut-être aussi dans le milieu. C'est-à-dire qu'on est d'un projet, puis de projet en projet, puis bon, on est notre dernier projet. Bon, puis donc, il me reste combien de temps? Bon, alors, c'est un univers assez chaotique, mais dans lequel on a essayé de mettre des balises. Par exemple, les associations professionnelles d'artistes, cette tentative de professionnalisation du secteur, bon, c'en est un. Mais il y a aussi la formation professionnelle du cégep postsecondaire, par exemple, du cégep à l'université jusqu'au 3e cycle dans certains cas. Il y a la formation continue, évidemment, là-dedans aussi, qui se développe depuis quelque temps. Avec les associations professionnelles, les associations professionnelles jouent un rôle très important là-dedans. Et puis, il y a
il y a un troisième que j'oublie, là. Ah oui, bien évidemment, les financeurs, les bailleurs de fonds, les conseils des arts, les SODEC, etc., etc. Donc, la question, c'est un peu de comment coordonner. Enfin, chacun travaille un peu en silo par rapport sur ses conditions d'artiste et comment coordonner, comment faire converger les stratégies de ces acteurs-là. Alors, c'est effectivement, très intéressant. Comment est-ce qu'on fait converger? Oui, on a terminé. Il va falloir que je passe la parole à toi. Donc, faire converger les stratégies des différentes organisations qui travaillent auprès des artistes et des gens qui travaillent dans le milieu culturel. Évidemment, de prendre en considération qu'on porte plusieurs chapeaux et souvent, c'est dans un cadre de travail où les projets sont en silo. Donc, ça prend plusieurs cerveaux pour travailler dans ce milieu-là. Donc, il y a une coordination, une cohérence à essayer de trouver là-dedans. Il y a aussi les obstacles invisibles à l'entrée au travail. Je pense que toi, c'est quelque chose auquel que Dame adresse jusqu'à un certain point. Ton commentaire sur justement les enjeux les plus importants à prendre en compte à court terme. C'était sûr que c'était pas facile de se faire censurer à 3 minutes là, avec toutes les opinions que j'ai. Mais pour aller vraiment dans ta direction aussi, c'est dans ce même principe-là de rentrer en coopération, c'est un peu difficile parce qu'on a tous des enjeux différents quand on parle des associations, mais comme il y a une certaine aussi coopétition qui peut se faire. Puis, on parle beaucoup de, je l'aime vraiment pas ce mot-là, là, mutualisation. C'est juste que c'est pas si évident à gérer la mutualisation non plus. Fait que c'est d'essayer de trouver ces nouvelles façons de fonctionner qui vont nous permettre de vraiment partager les ressources qui sont pas nécessairement, dans ce cas-ci, humaines. Mais un des enjeux, pour moi, dans le secteur culturel, dans le sens large, c'est vraiment, d'un point de vue comme de gestion responsable, là, si on veut, là, mais aussi de se rappeler qu'on est dans des OBNL, de se rappeler que le secteur privé va vendre des produits puis des services. Le gouvernement, il va être là pour contrôler, puis nous, on est dans le capital humain, on est dans le changement humain, puis j'ai comme l'impression que des fois, les effectifs humains, je sais que vous n'aimez pas ce terme-là, mais c'est des termes d'affaires, je suis désolée, mais que les effectifs humains, on les oublie. Fait que là, on se ramasse avec des salaires vraiment en deçà de tous les secteurs, avec l'étude qui a été faite avec Solarcia il y a quelques années, qui nous le démontre vraiment. Fait qu'il y a comme ça, pour moi, c'est un enjeu important, c'est de remettre l'humain en premier, autant au niveau des artistes, des travailleurs culturels, que des fois même les spectateurs, on parle beaucoup de données, de données, puis je suis comme, j'ai l'impression qu'on est des 1 puis des 0 des fois, là. Fait qu'il y a vraiment cet aspect-là. Puis au niveau de la diversité et l'inclusion, vous voulez vraiment que j'embarque là, en 90 secondes? Là? Il y a un pas en arrière à faire avant de faire ces 2 pas en avant, qui est de se questionner pourquoi on les veut, ces changements-là. Puis dans l'atelier où est-ce que j'étais hier, on parlait justement de ne pas se le faire imposer, mais de vraiment comme le vouloir, puis que ça fasse partie de l'ADN des organisations. Mais pour ça, il faut prendre un petit recul, puis il faut questionner l'humain en premier, comme chacun d'entre nous, pourquoi on fait ça, pourquoi on veut ça, avant d'arriver avec des politiques. Parce que les politiques, elles ne fonctionneront pas si c'est pas ancré dans l'ADN. 2 minutes 20. C'est assez ou vous voulez que je l'aborde? C'est vraiment très impressionnant. Bon, on peut revenir, on peut élaborer un peu plus la question sur la prochaine, parce que la prochaine fois, on va avoir 4 minutes. Mon Dieu, un très grand luxe. Merci beaucoup, To. Puis c'est très intéressant les pistes de réflexion que tu apportes, l'idée de prendre un pas de recul pour faire une bonne réflexion à l'intérieur de notre organisation, pour voir comment est-ce qu'on va faire les 2 pas qui vont suivre et qui sont quand même essentiels, qui vont peut-être aller plus vers le moyen et long terme à ce moment-là. Exactement, pour éviter le plaquage. Puis pour éviter le blocage aussi, effectivement. Jamil, j'aimerais te passer la parole maintenant sur le même sujet. Je sais que tu as préparé des notes, tu es venu très préparé et tu es déjà timé, donc j'ai même pas besoin de partir mon chronomètre. Non, mais pas vraiment. Non. Mais ici, d'abord, je précise que je peux parler qu'à mon nom. Je viens du domaine de la chanson à texte plus particulièrement, et de la chanson de variété que j'ai beaucoup fréquentée. Pour moi, l'enjeu principal, il me semble que c'est de permettre aux artistes de demeurer des artistes, et je devrais dire en fait de redevenir des artistes. Et je m'explique, c'est que dans les années 80, on s'est tous fait piéger. Avec l'arrivée des nouvelles technologies en matière de son et d'instruments, on a commencé à pouvoir remplacer les musiciens. C'est la première chose qu'on a commencé à faire. Et l'analogie, je la fais avec la pizza, c'est une analogie qui me vient de Liette Bouchard de la Disque, et je la trouve très juste. C'est que la pizza était tellement petite qu'on s'est battu pour accroître notre pointe de pizza au détriment des autres. Au lieu de travailler tous ensemble à accroître la pizza, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui
un peu tard quand même. Donc on a commencé à remplacer les saxophonistes, les drummers, les orchestres à cordes. Les drummers, c'était pratique de les remplacer quand même, il faut avouer. Là. Et puis finalement, on est devenus des producteurs et aujourd'hui, on est des webmestres, on est des gestionnaires de réseaux sociaux, on est des gestionnaires de boutiques en ligne. On est presque tous, sauf des artistes, sauf des créateurs. Et il y a même des écoles que je nommerai pas, peu d'écoles de show business, d'apprentissage, qui préconisent 10% de création pour 90% de travail, de mise en marché de notre création. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive. Et c'est à quel prix on paye pour ça. On est-tu en train de cultiver la médiocrité? Est-ce qu'on a oublié ce que c'est qu'un artiste de carrière? Il faut retrouver la valeur d'un artiste à temps plein. On est déjà pris par les pensées courtes, tout le monde. Ce petit téléphone qui nous dérange tout le temps. Aux dernières statistiques que j'ai lues, la capacité de concentration d'un être humain standard, c'est de 12 secondes. Vous avez remarqué que les publicités, à mon époque, le punch était à la fin, au bout de 30 secondes. Aujourd'hui, c'est dans les 10 premières secondes que vous avez le punch d'une publicité, si vous avez remarqué. Le numéro 1 au palmarès, c'est le poisson rouge avec 8 secondes. Je suis sûr qu'on va faire un hit dans pas long si ça continue. Un artiste, ça communique, effectivement, mais moi, je préfère dire que ça communie. Ça communie, ça se confie, ça rassure, et bien sûr, par la même occasion, ça soulage, ça humanise. C'est un cartographe de nos sociétés, un éclaireur, un lanceur d'alerte et quoi encore, la mémoire d'un peuple, parfois même un devin. C'est un ingrédient essentiel, et ça, je pense, l'essentiel, c'est le ciment essentiel de notre société. C'est ce qui nous soude devant l'adversité. L'adversité, on l'a connue dans les 2 dernières années, l'adversité. Et le pire est à venir. C'est pas une prévision comme ça dans les airs que je vous envoie. C'est un fait. On va frapper un mur et on va avoir besoin de nous. On va vraiment avoir besoin de nous en matière de résilience. Et j'espère que nos gouvernements vont comprendre que le plus beau cadeau que peut se faire un peuple, dont peut rêver un peuple, c'est d'avoir une armée de la résilience. Et on a les moyens de le faire. Donc, ça prend du temps pour ça. Ça prend du temps loin des schèmes de pensée cartésien, de la rentabilité, du modèle américain du show business et des arts qu'on a tous copiés et puis qu'on a tous suivis à pieds joints. Donc, voilà, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train tranquillement de devenir médiocre. On parle plus d'œuvres d'une vie. Là, on essaie de nous rentrer dans des cases de 9 à 5 qui ont existé depuis plus de 2 siècles. Ce sont les protestants aristocrates anglais qui ont créé le système industriel de taux horaires, de rendement, de bonus de fin d'année, d'employés de l'année. Je veux dire, voilà ce qui m'inquiète. Donc, si on résume très, très rapidement, c'est de penser en termes penser à nos ressources en termes de temps, en termes de se donner le temps plus que... Être des artistes. Oui, puis se donner le temps aussi d'étirer notre capacité d'attention, de ne pas toujours être précipité pour arriver à un résultat, de prendre le temps de remettre déposer, son travail sur le métier 10 000 fois et pas être obligé de livrer rapidement, pas être obligé de sauter du coq à l'âne et d'être son propre producteur, son propre gérant, son propre ci, propre ça. C'est d'être focus sur une chose, c'est la création. Ça peut pas faire Faites l'exercice chez vous. Prenez un thème le matin. Développez-le pendant 5 minutes, reprenez-le à 10 heures, reprenez-le à midi, reprenez-le à 2 heures de l'après-midi et à 5 heures du soir. Je l'ai fait régulièrement, ça, c'est pour ça que je peux vous en parler. Et vous verrez que votre conclusion au bout de la première pensée que vous avez eue et celle à la fin de la journée, c'est le jour et la nuit. Votre réflexion profonde est beaucoup plus articulée et beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus développée, effectivement. Je vais revenir à Guy Bellavance et puis... On sort d'une pandémie, on s'entend qu'il y a des choses ponctuelles qui sont mises en place en ce moment pour permettre à notre milieu de se restaurer un peu, surtout du côté des travailleurs culturels qu'on a perdus en très grand nombre pendant la pandémie. À moyen et long terme, c'est quoi les actions qui devraient être considérées pour s'assurer qu'on garde un milieu en santé, qu'on garde des travailleurs avec nous en santé, qu'on garde une famille culturelle bien en santé, heureuse, qui a envie d'aller vers la création plus qu'autre d'être sous les délais de production, on va dire? Bon, je pense que le changement nécessaire, c'est apprendre à...
nécessite d'apprendre, disons, à développer, à conserver la réactivité du milieu, parce que c'est un milieu très réactif, même malgré les pressions dans lesquelles il a été, tout en assurant la sécurité du travail. Donc, je soumets un peu l'idée de flexicurité, essayer de développer une pensée de l'organisation qui mise sur la flexicurité. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça suppose, entre autres, de mettre l'accent sur... ça demande de redéfinir la notion de sécurité d'emploi, entre autres. Je ne pense pas que... on a vu hier que toutes les régulations de l'emploi tournent autour d'une job payée, dans une relation d'employeur-employé sur la durée, tout ça. Il faut probablement changer de cette logique-là et puis miser plutôt sur l'employabilité du travailleur, de l'artiste. Et là, la formation continue, entre autres, prend beaucoup d'importance. C'est-à-dire, c'est des modèles qui ont été tentés au Danemark, en Norvège, entre autres, au niveau des relations de travail. Et ça a très bien marché dans ces pays-là. Ça a été tenté ailleurs en Europe. Ça a moins bien marché. Il faut voir, il y a toutes sortes de variantes de ces modèles-là. Mais il y a des possibilités de ce côté-là à explorer, il me semble. Donc, moi, je soumets cette idée de... S'il y a un changement... parce qu'il ne s'agit pas simplement d'assurer la sécurité des artistes et des travailleurs culturels. Il faut aussi conserver la capacité d'innovation, de changement à l'intérieur même du milieu et de réactivité. Donc, et là, c'est la flexibilité du milieu qui est importante aussi à préserver. Donc, c'est cette oscillation-là entre les deux pôles, si on veut, de l'organisation qui serait importante. Et puis, j'ai vu dans les sondages qu'on a lus qu'effectivement, la formation continue enfin, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Il y a beaucoup d'insatisfaction, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup en tout cas de suggestions aussi, peut-être, qui sont apparues hier. Je n'ai pas assisté à l'atelier, mais je vais certainement y participer pour vous écouter. Merci beaucoup. Effectivement, de considérer la flexibilité du milieu, s'assurer qu'on est capable de toujours rester réactif avec des gens qui continuent à avoir une formation à long terme. Là. Donc, pour vous, c'est un point important à considérer, à ne pas perdre de vue alors qu'on va continuer à avancer là, dans... Il n'y a pas une coupure, il y a pas de coupure entre la formation initiale et la formation continue. C'est un peu ça la logique actuelle de penser que on fait l'école et puis ensuite on rentre sur le marché du travail. Ça fonctionne pas comme ça. En fait, on sait même la formation initiale, ce n'est pas simplement acquérir des connaissances, c'est se socialiser dans l'univers. Il y a un effet de screening aussi. On est sélectionné. C'est un premier screening qui se passe. Donc, il n'y a pas juste du skilling dans la formation initiale aussi, c'est aussi bon. Donc, on n'essaie jamais, enfin, les artistes en particulier le savent, c'est un travail d'apprentissage continu, de renouvellement. Donc, effectivement, il n'y a pas de support à ces pratiques, à ces besoins, ce type de besoins-là. En tout cas, les garanties ou les aides ne sont pas très, très fortes. Merci beaucoup, Guy. Je passerai la parole à To encore une fois. 4 minutes? Oui, tu sais, tu peux y aller, on est bon. En même temps, c'est des choses importantes, donc on essaie de ne pas trop se précipiter. Il y a ça à prendre en considération. Oui, 4 minutes, c'est court. Mais là, voyez-vous, Guy a réussi à très bien synthétiser sa pensée et tantôt, on a réussi à très bien synthétiser notre pensée. Donc, on prend le temps de respirer entre les phrases. On ne perdra pas tant de temps que ça. Même principe, en fait. Ma question, dans cette idée de prendre un petit pas en arrière aussi, c'est de se donner des objectifs qui sont atteignables, tu sais. Dans l'optique, par exemple, j'entends beaucoup d'organisations qui veulent diversifier de point de vue ethnoculturel leurs équipes, puis à la première offre d'emploi, sont déçus de ne pas avoir de candidatures qui viennent des milieux diversifiés. Il faut se donner des objectifs qui ont de l'allure, qui ont du sens. Puis pour ça, il faut aussi, pour être en mesure d'attirer cette main-d'œuvre diversifiée, il faut aussi penser à nos conditions de travail, celles qu'on offre aussi, tu sais. Puis, il peut y avoir aussi
pour moi, les conditions de travail, c'est pas oui, bien sûr, on s'entend, là, les salaires, c'est une base, mais aussi la rémunération globale à prendre en considération. L'application de politiques de travail, mais des politiques de travail qui ne sont pas plaquées non plus. Oui, il y a plein d'exemples qui se font, mais il y a moyen de voir les choses différemment. Comme, tu sais, par exemple, dans ma politique d'inclusion, je ne suis pas sûre si c'est la... En tout cas, quand je fais une offre d'emploi, il y a vraiment comme un texte précis dans l'offre d'emploi qui indique que, parce qu'on sait que, comment on dit, statistiquement, un homme va appliquer à un poste quand il répond à 60 des critères, une femme et une personne racisée vont appliquer quand ils répondent à 100 des critères. Fait que là, moi, dans ma politique, j'ai mentionné, si une personne qui s'identifie, et c'est pas aux autres de l'identifier, là, mais quelqu'un qui s'identifie à l'intersection des groupes donnés, va être passant d'entrevue, nonobstant, s'il répond à 60 des critères, et même si ce n'est pas là, comme le premier, là, le nombre d'expérience. Juste au moins de faire ces contacts-là. En appliquant cette politique-là, j'ai eu une augmentation de 300 du nombre de gens qui ont envoyé un CV. Vraiment, puis c'était pas nécessairement à Diversité artistique Montréal là, que j'ai commencé cette politique-là. Au niveau de, par exemple, la formation continue, je suis très enclin à offrir, de permettre à un employé de prendre une formation qui n'est pas nécessairement entièrement en lien avec son poste, mais qu'en instaurant des, là, je vais dire en anglicisme, des lunch and learn. Fait que, par exemple, on lui paye sa formation, puis après ça, lui, il revient dans l'équipe, partage ses acquis, on s'assure qu'il a assimilé l'information parce qu'il est capable de la redonner au suivant. Fait que, tu sais, c'est des petits principes comme ça. Dans notre politique de travail aussi, on donne 2 demi-journées pour aller faire du bénévolat ailleurs, qui sont des journées rémunérées. Fait que c'est des petites notions comme ça qui vont être des actions concrètes pour offrir des milieux de travail, des conditions de travail aussi plus intéressantes. C'est sûr que les régimes de retraite, il faut qu'on les demande dans nos subventions. Là. Là, je ne sais pas combien d'organismes sont en mesure d'offrir des régimes de retraite, de penser ça aussi pour les artistes, de cette façon-là. Exactement. Fait que, comme moi, personnellement, puis là, je vais faire une parenthèse très personnelle, je viens du corporatif. J'ai peur de finir ma carrière en culture puis de ne pas avoir un plan, de ne pas avoir un plan, passer, mais on s'entend, je vais travailler jusqu'à 75 ans, là. Minimum. 60, c'est fini, hein? Fait que c'est dans ces notions-là. Puis, pour ce qui est de, de revoir nos modes de leadership aussi, il y a eu beaucoup de départs de direction générale, de beaucoup de co-directions qui sont en train de se faire, de laisser la place à la nouvelle génération aussi, de trouver son pied, son pied d'attache, de terre, en tout cas, moi, je ne touche pas à terre, clairement, là. Mais dans cette optique-là, de se permettre de se donner le temps, pas juste seulement de se donner le moyen de ses ambitions, mais de se donner le temps de ses ambitions. Fait qu'il faut faire des demandes aux subventionnaires, pour dire, OK, on a besoin de ralentir, là, slacker la pédale, parce que comment est-ce qu'on est supposé? On s'étire tellement dans nos responsabilités, dans nos tâches qu'on accomplit, on est dans le secteur privé, on va être des spécialistes, puis ici, dans le secteur culturel, on est tous des généralistes, mais on n'a pas la formation généraliste non plus, puis d'avoir, en tout cas, fait que là, c'est-tu assez, là? Oui. Je peux vraiment continuer vraiment longtemps. Là. Oui, bien, j'en doute pas une seconde. D'ailleurs, on le sait, là, les gens vont vous reconnaître dans la salle. C'est sûr que vous allez être accrochés avant de sortir. Là. Allez pas juste parler aux gens que vous connaissez déjà. Oui. Profitez-en pour aller rencontrer du monde nouveau aussi. Ça va valoir la peine. Je pense que la seule petite conclusion que je voudrais faire, c'est que je veux vraiment remercier Compétences Culture de faire cet événement-là parce qu'il manque des départements de ressources humaines à l'intérieur du secteur culturel. On a très peu de professionnels des services de ressources humaines. Puis, investir dans les ressources humaines, c'est une stratégie d'affaires. C'est pas un arrière-plan, c'est pas sur le côté. Puis en faisant ça, en créant ces conditions de travail-là adéquates, c'est là qu'on va être en mesure d'aller faire le deuxième pas qui va être d'inclure des équipes diversifiées, de savoir comment gérer des équipes diversifiées. Puis c'est là qu'on va pouvoir faire Oui. Merci. C'est une excellente conclusion. Je passe maintenant la parole à Jamil. Alors moi, je reviens aux artistes et je reviens à la question qui est court terme ou long terme, quoi faire. Moi, je vais choisir le court terme si vous le voulez bien, parce qu'il y a le feu dans la maison, tu sais. Alors, oui, il est dit, à court terme, c'est sécuriser, pour moi, j'enfonce le même clou, c'est sécuriser les revenus de l'artiste pour lui permettre d'avoir du temps.
l'artiste, où il est dit qu'un artiste a besoin d'être millionnaire. On a besoin de temps, un point à la ligne. Et pour ceux qui pensent qu'un artiste dont on sécuriserait les revenus, ça en ferait un coq en pâte, c'est qu'ils n'ont rien compris, puisqu'un artiste, ça ne travaille pas 9 à 5, ça travaille tout le temps, je l'ai déjà dit. Il faut se réapproprier ces artistes-là qui font ce travail-là à temps plein, non-stop. Il y a beaucoup d'industriels ici, de gens de corporations, etc. Et vous n'existez pas sans les artistes, n'est-ce pas? Donc, il faut permettre à ces gens-là d'être le maximum d'eux-mêmes, ce qui va vous donner encore plus de travail et de plaisir dans le travail. En tout cas, je le souhaite. Quand on parle de travail invisible, moi, ça me choque un petit peu. Si on parle d'artistes autoproduits, je comprends, mais travail invisible, pour un artiste, ça travaille tout le temps. Je ne vois pas... c'est quoi la notion du travail invisible? On travaille 24 sur 24. Dans notre sommeil, moi, je me lève à 3 heures du matin et j'ai des idées. Et pendant 2 heures, je suis là, artistiquement, à définir des choses. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup de gens qui le font. Sécuriser aussi, c'est une question de dignité. Hein. Je connais tellement d'artistes, si vous saviez, je connais des artistes dont on fredonne encore les chansons, des chansons qui sont thérapeutiques, dans le fond, qui valent facilement 1 million de likes sur Facebook en termes thérapeutiques, et les gars vivent dans des chambres à louer. Hier, on a eu des statisticiens, les statistiques qui parlaient d'un artiste qui gagne 12 000 $ par année, mais j'en connais des tonnes qui ont des dossiers de presse épais comme ça, qui vivent avec 12 000 par année. Et les années, il y en a un qui me disait, j'ai réussi à faire une année à 25 000 parce que j'ai une subvention du calque. Tu sais, il y a une limite à tout. Hein. Il faut permettre à l'artiste de durer dans le temps, de se millésimer. Ça, j'insiste tout le temps là-dessus. Et face à l'adversité, vous allez peut-être me trouver un petit peu rêveur, mais c'est avoir une armée de la résilience. Et les armées de la résilience, les soldats de cette armée, il ne faut pas l'oublier, c'est nous. C'est nous, cette armée-là. On a vécu 2 années extrêmement difficiles. Il y a des taux de suicide. Hier, quelqu'un qui me disait que sur 50 employés, il avait eu 3 suicides. Peut-être que c'est un mauvais boss, je ne sais pas, mais il avait l'air d'une très bonne personne et je ne pense pas que ce soit le cas, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui dépriment grave et un artiste, je pense qu'il a cette force-là, d'un coup de crayon, de 2-3 accords, d'une envolée lyrique, de 3 pas de danse, il te redonne le goût de vivre, il te soulage, il crée un moment de liberté, un moment de soulagement, un moment il te redonne envie de vivre, envie d'aimer encore. La résilience, mes ancêtres en sont la preuve. Moi, j'ai des ancêtres berbères, les tiens aussi, on en a la preuve. C'est la résilience qui fait qu'on existe encore aujourd'hui. Sans résilience, on n'existerait pas. Et puis, pour finir, sauver le monde tel qu'il est, moi je dis qu'il faut oublier ça. Le monde ne sera plus jamais comme il est. Ce qu'il faut, c'est changer. Les peuples doivent changer, on doit changer. Et un des moteurs de changement le plus important, c'est nous autres. On est capable, les politiciens, le peuple ne fait plus confiance aux politiciens. Ils font encore confiance aux artistes. On est capable d'influencer les changements pour que notre société change et s'adapte vers le nouveau monde à venir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bien, fantastique. Non, en fait, j'ai oublié une page, mais c'est bon. Il y en a beaucoup. Donc, mais en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner l'occasion d'aller vers la salle et évidemment vers les gens qui se joignent à nous via le web pour voir s'il y a des questions, des éclaircissements qui sont nécessaires. Encore une fois, je vous le dis, vous allez être en atelier cet après-midi. Donc, ce qu'on dépose ici, c'est des pistes de réflexion, c'est parfois des pistes de solutions, mais ce sont tous des choses que vous aurez l'occasion de développer cet après-midi en atelier. Donc, si on a besoin d'éclaircir une piste de solution, allons-y tout de suite. On a quelqu'un ici dans la salle qui aimerait prendre... On a 2 personnes qui aimeraient prendre la parole dans la salle. Et ensuite, on va aller vers les gens qui sont sur le web. Donc, on a déjà des questions probablement qui sont apparues dans le chat et on va y aller dans quelques instants. Je vous passe la parole. Essayez encore le micro. Ah, le micro n'est pas allumé. Non. Ah là, ouais, ça marche. Bonjour. Monsieur Bellavance, vous avez dit quelque chose qui m'a allumé. Parce qu'on essaie de trouver des solutions pour meilleures conditions de travail, filet social, puis bien évidemment, on essaie de transposer ce qu'on connaît déjà au milieu artistique. Puis on essaie de trouver une façon de s'y rendre. Mais tantôt, vous avez dit un peu « think outside of the box » peut-être. Est-ce que j'ai bien compris? Parce que, encore une fois, on s'accroche à ce qu'on connaît. Ben, moi, j'ai l'impression, effectivement, qu'on essaie de plaquer des modèles qui proviennent d'autres secteurs industriels, d'ailleurs. Ouais. Bon, et ça ne marche pas parce qu'on parle... Bon, c'est fuyant, c'est liquide. La réalité... Oui, pardon. Votre micro était fuyant aussi. Micro-casque pour Guy Bellavance la prochaine fois. La prochaine fois, Mais bon, donc, non, appliquer des modèles qui sont
qui ont été conçus pour des relations industrielles de type fordiste. D'ailleurs, ça date déjà de longtemps, là. Ça ne marchera pas. Et c'est plus inspirant. Je pense que les modèles d'organisation du travail peuvent même inspirer les autres secteurs de travail. C'est cette originalité-là sur laquelle il faut miser et puis il faut tabler. Donc, et la question de la flexicurité, je vais y revenir parce que je pense qu'il y a une piste, au moins, je pense que c'est à la fois la question de la résilience que souligne Jamil et la question aussi de la flexibilité du travail qui fait que c'est incertain, c'est continuellement remis en jeu. Et là, c'est l'innovation, c'est la création, mais c'est aussi assez vertigineux comme situation. Donc, établir une oscillation viable de ces deux polarités-là, c'est ça l'enjeu à long terme. Donc, c'est ça. Mais c'est aussi de trouver l'équilibre entre ne pas aller chercher entièrement quelque chose d'une autre industrie puis penser que ça va s'appliquer sans la modifier. C'est aussi possible de s'adapter. Il y a quand même des bonnes choses à aller voir ailleurs pour prendre ce qui nous intéresse, ce qui nous convient, pour qu'on arrête de travailler en silo. J'ai un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que la question de la sécurité d'emploi, de l'emploi, c'est pas ça l'enjeu, à mon avis. C'est la sécurité du travailleur qui a cet emploi-là. Ça, c'est très important. C'est cette personne-là qu'il faut... C'est cette ressource humaine, là, finalement, sur laquelle il faut travailler. Oui. Ça le dit, en ressources humaines, donc traitons la ressource humaine avec humanité. Voilà, exactement. J'en profiterai pour... Oui, on a une autre question ici dans la salle et ensuite, on prendra des questions du chat. Bonjour. Pour le coup, ma question, mon questionnement rejoint beaucoup la vôtre, et justement sur la question des nouveaux modèles et comment repenser le rapport au travail. Par rapport à ce que vous disiez sur repenser et ne pas repartir en fait sur ce modèle de salariat, on avait déjà évoqué ça hier sur la question des emplois atypiques. Et c'est quelque chose qu'on avait aussi évoqué dans notre groupe de travail. Moi, je suis aussi convaincue, comme vous, M. Balavance, que les emplois atypiques vont être les emplois typiques de demain. Et donc, il faut vraiment repenser nos modèles de travail et la façon d'aborder justement cette notion de filet social. Donc, je crois qu'en effet, c'est fondamental. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Par contre, le questionnement que j'ai, c'est par rapport à ce que vous disiez sur, par exemple, la question de l'employabilité du travailleur. Est-ce que c'est pas mettre beaucoup de charges sur le dos du travailleur? Et notamment, moi, ça m'a évoqué, j'avais été stupéfaite quand j'avais lu Boltanski et Thévenot sur la cité par projet, de voir à quel point, en fait, ça ressemblait au secteur culturel. Et il montrait très bien les dérives potentielles de ça, et de dire qu'à un moment donné, tu deviens responsable de ta propre employabilité, tu deviens responsable de ça, et c'est dur pour De toute façon, les gens sont dans cette situation même s'ils ne le savent pas, c'est notre situation commune d'assumer notre valeur marchande sur le marché du travail. Mais faut-il renforcer ça? J'aime pas beaucoup non plus le terme d'employabilité. Je l'ai utilisé, peut-être pour fouetter les troupes un peu, mais comment dire? Ce que je veux dire, c'est plutôt qu'il faut sécuriser le travailleur plutôt que l'emploi, simplement. Et qu'une des façons de le faire, c'est de soutenir l'employabilité des travailleurs. Donc ça, il y a différentes variantes avec cette notion-là. Il y a des variantes très néolibérales et il y a des variantes plus partenariales, sociales, qui peuvent être envisagées. Et c'est ça qu'il faut peut-être réfléchir, aller du côté de ce qui nous ressemble le plus. On est dans une économie sociale plutôt que dans une économie économique, je pense. Je sais qu'on a beaucoup insisté sur les questions d'économie hier. Très intéressant de voir que, oui, la culture a une signification économique, mais elle reste quand même assez bas dans le système. Il y a en haut la construction. Puis c'est quand même un élément du produit intérieur brut qui est pas marginal, qui est significatif, mais qui est pas... C'est pas ça qui va nous faire... qui va convaincre les pouvoirs publics d'investir là-dedans. Non, la question, c'est vraiment le capital humain et la question du capital social dont dispose le secteur culturel.
tôt. Je pense que tu aimerais rebondir là-dessus. Hein? J'ai senti... J'ai une opinion sur tout, là, vous le savez. Là. Mais c'est super intéressant parce que tu as fait le lien avec, si tu me permets, Géraldine, tu as fait le lien avec le, tu sais, en informatique, de l'employabilité, puis de se mettre, en fait, sur comme une mise en marché, finalement. Sauf que le consultant en informatique, c'est un spécialiste qui peut se permettre de charger 150 à 200 $ de l'heure, puis personne ne va se poser de questions. Fait que c'est là aussi que, tu sais, pour moi, quelque chose qui est important puis qui peut enlever aussi certains biais, c'est vraiment de travailler sur des vraies grilles salariales. Là. Puis d'avoir des grilles salariales autant dans les équipes salariées qu'auprès des, par exemple, des artistes. Si on prend en art visuel, il y a une grille d'exposition qui a été faite par l'organisme dont j'oublie toujours le nom, je suis vraiment désolée. Mais on n'a pas ça pour les danseurs ou le théâtre ou la musique même en même temps. Fait que tu sais, d'avoir juste comme ça des taux planchers, là. Juste des taux planchers qui sont revendiqués. J'ai l'impression de dire ça comme si c'était facile. Là. Je sais que c'est pas facile, là, tout à fait. Mais oui, en effet. En tout cas, ça répond aussi. Parce que c'est une opinion. J'ai ici... vas-y, Jamie, pardon. C'est parce que je vous écoute parler, puis moi, je reviens tout le temps à la base en tant qu'artiste. Et le parallèle que je peux faire, c'est qu'on est vraiment des gladiateurs. Notre valeur, c'est notre capacité de survie dans l'arène, de ne pas se faire démolir par un public, d'attirer un public, que ce public, parce qu'il faut être complètement fou pour monter sur scène et dire à tout le monde, vous fermez vos gueules, je parle, et en plus, tu leur demandes de payer. Non, mais pensez-y, c'est quelque chose. Hein. Et là, ce qui nous motive et la manière de fouetter, j'étais gérant d'artiste, j'étais producteur, je peux vous le dire, la meilleure façon de fouetter un artiste, de le faire avancer, c'est de flatter son ego. Hein, lui dire comment il est beau, comment il est fort, comment il va gagner de l'argent, comment il va être connu, comment il va avoir un statut social extraordinaire. C'est pas un gladiateur, ça? Et je vous rappelle que les gladiateurs, c'était des esclaves. Ça n'a pas beaucoup changé encore aujourd'hui. J'ai une question du chat. Je me fais la porte-parole, en fait, de toutes les personnes qui sont en train de nous écouter en ligne ici. Et ce sera la question de clôture. Puis merci, d'ailleurs, on les voit apparaître. Merci beaucoup aux gens qui sont avec nous ce matin. Question pour le panel. Vous êtes tous et toutes super allumés. Merci de vos interventions. Depuis plusieurs mois, le secteur est en train de faire un crash course en RH. J'ai un accent terrible, je m'en excuse. Nous pouvons être les meilleurs employeurs du monde, mais si nous ne sommes pas concurrentiels côté conditions, nous continuerons à perdre nos travailleurs. Comment s'attaquer au problème de base économique qui n'est aucunement nouveau, mais qui devient une barrière de plus en plus importante? On règle ça en 3 minutes? Bien, c'est vraiment drôle parce que je relisais il n'y a pas longtemps The Wealthy Barber de Michael Crichton, qui vraiment adresse les finances personnelles. Puis c'est vraiment un concept de base là, qui est, je vais le dire en anglais parce que c'est en anglais, puis je vais le traduire après, là, mais « make more money or cut back ». C'est pas compliqué. C'est « make more money or cut back ». Puis là, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça que j'entends par... Dis-le en français. Oui. Faites plus d'argent ou coupez dans les dépenses. Oui, c'est ça. Faire plus d'argent ou couper dans les dépenses. Fait c'est là aussi que, tu sais, je pense qu'il y a un appel à faire aux différents paliers de subventionneurs qui est de faire comprendre qu'on va en faire moins, qu'on n'a pas le choix d'en faire moins, qu'il faut qu'on arrête de tout le temps être comme à projet, comme ça, parce que ceux qui sont au fonctionnement sont assez rares. Souvent, c'est pas assez subventionné au fonctionnement. Là, par exemple, on sait qu'au CAC, il y a comme un plan, avec la 3e ronde qui s'en vient, les allocations sont minimales. Fait que, ouais, il y a ça. On nous pousse tellement fort là, pour la numérisation. Là. Numérisation. Là, on est prêt à payer nos consultants 200$ de l'heure parce qu'ils ne sont même pas dans le secteur culturel en plus. Puis si on fait la même demande pour des conditions de travail, pour notre chère équipe, notre effectif humain, capital humain, là, qui est le 4e palier du développement durable, by the way. Là. Il n'y a pas environnement, social, économique et humain qui est en train d'apparaître, là, ce 4e palier-là. Fait que c'est ça. J'ai de la misère à faire mes conclusions dans mes phrases. Là, ça a-tu de l'allure? Ouais, ça tout va? était dit. Oui, tout était dit. C'est essentiel. Moi, je peux dire un petit mot là-dessus aussi, c'est que
en fait, l'impact de la pandémie puis de tout ça n'est pas le même sur tous les secteurs culturels non plus. C'est vraiment le spectacle qui a été atteint de façon la plus... Les arts d'interprétation, le spectacle, c'est beaucoup moins clair dans d'autres domaines comme les arts plastiques, etc. Donc, la littérature, ou tout ça. Au contraire, le livre, ça a explosé. Bon, il y a des dynamiques très différentes selon les secteurs du secteur. Je ne sais pas comment le dire. Je ne parle plus du secteur culturel, maintenant je parle des secteurs culturels parce que... Du milieu. Du milieu, voilà, c'est ça. Il y a un air de famille entre nous, mais bon, en même temps, c'est pas la même chose. Donc, c'est ça. Alors, moi, je serais prudent de tout mettre sur... Il faut... retenir les gens, ils sont peut-être allés justement dans un autre sous-secteur à côté, ils sont là en attendant. Bon. Moi, je ne pense pas qu'il faut désespérer. Le problème, c'est que les salles de spectacle ont été fermées, ont été réouvertes l'an dernier. En fait, c'est le dernier secteur qui a été remis. Et là, évidemment, ça a été très négatif sur... mais c'est trop tard, too late. J'ai un cri du cœur à faire, là. Ouais. Oui, allez-y. Tu parles du spectacle vivant. 80% de nos revenus, c'était le support physique de notre musique, de nos chansons. On a perdu ça. Ensuite, les GAFAM sont arrivés. Donc, en termes de royauté, je ne vous raconte pas ce qui reste. Et puis, par-dessus ça, la pandémie qui nous a coupé notre dernière source de financement, qui était le spectacle vivant. On s'est retrouvés à zéro. Et je nous vois là en train de discuter, excusez-moi d'être un peu impatient, c'est qu'il y a le feu à la baraque, là. Et dans le feu, on ne se pose pas de questions à long terme. Tu te poses juste pas de questions. Tu sauves le bébé, tu sautes par la fenêtre et ensuite tu te demandes si tu as eu une bonne idée de sauter par la fenêtre. Ça dépend de comment tu es arrivé en bas. Et moi, je pense que si on veut réussir à sauver le peu d'artistes qu'on a encore là, qui ont une certaine maturité, parce qu'on parle d'artistes de maturité, parce qu'à 20 ans, tu peux vivre avec 6 000 $ en coloc à 10 dans un appartement. C'est peut-être même drôle, et puis tu as du fun, puis tu te gèles la gueule, et puis tout va bien. T'sais. Mais rendu à un certain âge, tu ne peux plus faire ça. On a les artistes, on a déjà les politiciens qu'on mérite. Alors, est-ce qu'on veut avoir les artistes qu'on mérite? Moi, je ne le souhaite pas. Hein. Non, mais plus sérieusement, c'est ça qu'il faut se poser comme question dans vos prochains panels. C'est de quelle façon on peut, de manière implacable, forcer la main de nos gouvernements à nous reconnaître pour ce qu'on est. Et on a eu des statistiques hier. On est plus que l'agriculture. On est autant, sinon plus, que l'hôtellerie, que la restauration. Je veux dire, il y a moyen de se tenir ensemble pour la grossir, cette pizza. Merci. Oui. Vous avez été vraiment très, très... est-ce il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut offrir un mot de la fin à nos invités? Oui, on peut offrir un mot de la fin à nos invités. Encore une fois, je vous rappelle que toutes ces belles personnes-là vont se ramasser en atelier cet après-midi, vont approfondir les questions, vont faire un remue-ménage autour de toutes les questions qui ont été abordées. Si vous pouviez nous laisser avec une question ou une piste que vous pensez qui est absolument essentielle, ce serait quoi? Jamil, je pense qu'on a bien compris c'était quoi votre piste. Mais je vous invite quand même, si vous aimeriez résumer quelque chose, c'est comme qu'est-ce que vous aimeriez que les gens repartent et débattent d'entrée de jeu là, quand ils vont arriver en atelier. On va commencer avec Guy. Parfait. Je passe la parole à Guy. Bon, je ne sais pas. Ah oui, pardon. Il y a la question du rôle des associations professionnelles ou des regroupements professionnels, peut-être, qui est important là-dedans, parce que ça me semble être une instance d'action, une manette très importante. Et donc, on ne comprend pas nécessairement le rôle en matière de conditions, d'amélioration des conditions de travail et de formation, par exemple, toutes ces questions-là de filet social. Je pense que le rôle des associations, ce n'est pas d'être des syndicats au sens industriel. Hein. Puis il y a une tendance peut-être à aller de ce côté-là. Donc, il faut comprendre c'est quoi ce type d'organisation-là et quel rôle elle peut jouer dans le milieu comme instance de concertation et de coordination, et non pas de polarisation, etc. Donc, Merci. To? Oh mon Dieu, bien, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas super bonne avec mes conclusions. Là. Ouais. C'est comme... c'est tout va dans tout un petit peu. Tu sais, c'est comme...
Fait que Tout est dans tout. tout est dans tout. C'est tout est dans tout, là, vraiment. Oui, avec un Mais apostrophe. Non, mais vraiment, Ouais, ouais. tout à fait. Fait que c'est super dur pour moi de répondre à cette question-là, alors que, comme tu le dis, on est en train de brûler, là. Tu sais, genre, je veux dire, moi, j'allais dire mes poumons sont morts, mais je suis fumeuse, fait que ça marche pas, là. Mais fait que dans cette optique-là, c'est vraiment cette espèce tu sais, vraiment le besoin de repenser nos styles de gestion d'un point de vue responsable, puis j'y vais avec le terme en anglais, là, qui est sustainable, qui n'est pas la même affaire que responsable, comme on peut l'entendre en français. De cette envie-là aussi de ralentir pour mieux réfléchir, puis c'est ça qu'on fait cette semaine-là, c'est vraiment de ralentir pour mieux réfléchir, parce qu'on est tout le temps en mode réaction, puis on a besoin d'être en mode proaction, autant pour protéger nos travailleurs culturels que pour être là, pour être nos artistes aussi, parce qu'on est puis là, je sais que j'ai du monde qui ne vont pas aimer, là, mais on est un écosystème. On est tous ensemble. Oui, tout à fait. Fait que, ouais. Si je peux terminer, bon, j'ai le mot de la fin. Vous savez, mondialement, l'extrême droite est très présente de plus en plus. Et je trouve que dans notre milieu, on aurait besoin d'un petit peu d'extrême droite, on aurait besoin de quelques activistes qui secouent la cabane de manière sérieuse, parce que ça fait d'être gentil, ça suffit d'être poli. Personnellement, je trouve que ça suffit d'être poli. À la limite, je vous dirais, ça suffit de réfléchir. Il y a le feu à la cabane, il faut qu'on fasse de quoi. Il faut secouer le cocotier du plus fort qu'on puisse le faire. Je veux dire, ça va très très loin et je le vérifiais encore hier avec une ancienne collègue de la DISC. Le parti qui en a fait, le gouvernement qui en a fait le moins pour ces artistes, c'est le Parti québécois. Dans les 30 dernières années, c'est le Parti québécois, quand il était au pouvoir, qui en a fait le moins. C'est quand même grave. C'est le parti qui trône l'indépendance, l'identité culturelle et blablabla, et blablabla. Tu sais, je veux dire, il y en a marre de parler. C'est les libéraux qui en ont fait le plus. Il y en a marre. Il faut bouger, il faut arrêter de réfléchir, il faut arrêter de penser, il faut foutre un coup de poing sur la table et dire, bon ben là, vous nous écoutez. Est-ce qu'on a été capable de faire une grève, nous autres, une fois? Jamais. Est-ce qu'on se tient ensemble? Non. C'est la preuve qu'on ne se tient pas ensemble. On n'a jamais été capable de faire une grève. On ne fait pas peur. Ils savent très bien qu'on va retourner sur scène. Moi, le premier, tu m'ouvres une scène, je saute dessus. C'est bien clair. Hein, c'est de la drogue. Fait qu'on donne un coup de poing, mais au ralenti, c'est ça? Voilà. Même reste plus rien qu'à vous dire un très grand merci. Merci aussi aux gens qui étaient ici ce matin pour la panel et les gens qui nous ont rejoints par le web. Alors, bonne chance dans vos ateliers cet après-midi. On vous souhaite énormément de plaisir dans vos remue-ménages, dans vos débats. Et puis, c'est comme ça que se clôt ce panel. Merci, merci d'être là. Merci à toi. Merci Guy. Merci infiniment. Merci à vous quatre.